Et si, du jour au lendemain, plus un seul centimètre de votre pays ne pouvait être acheté par un étranger? Imaginez, l'État déclare d'un coup que chaque parcelle, du centre-ville à la plus lointaine brousse, devient propriété nationale. Plus aucune entreprise étrangère, aucun investisseur international ne peut désormais s'approprier le moindre morceau de cette terre. Ce scénario n'est plus une fiction. Il vient de se produire au Burkina Faso, et la planète retient son souffle. Ce n'est pas la nationalisation en soi qui secoue le monde. D'autres pays ont déjà tenté l'expérience, souvent sans aller jusqu'au bout. Ce qui change tout ici, c'est l'ambition affichée. Le Burkina Faso ne veut pas seulement récupérer ses terres, il veut réinventer la manière de les distribuer, de les exploiter et de les protéger. Terminer le temps où les multinationales ou les élites locales pouvaient y s'offrir des milliers d'hectares pendant que les petits producteurs luttaient pour un lopin. L'accès à la terre devient désormais un droit pour chaque citoyen et non plus un privilège réservé à quelques puissants ou à des intérêts venus d'ailleurs. Historiquement, la question de la terre a toujours été une source de tension. En Amérique latine, par exemple, les grandes haciendas ont longtemps appartenu à des familles ou à des compagnies étrangères, ce qui a conduit à des révoltes paysannes sanglantes au Mexique ou en Bolivie. En Afrique du Sud, l'apartheid s'est traduit par la dépossession systématique des terres africaines au profit de la minorité blanche. Partout où la terre est confisquée par une minorité ou vendue à l'étranger, les sociétés se fracturent et l'économie locale en souffre. En un seul décret, ce pays vient briser des décennies, voire des siècles d'une gestion foncière marquée par la domination coloniale et la spéculation étrangère. Désormais impossible pour qui que ce soit, vivant à l'extérieur ou n'ayant jamais cultivé cette terre, d'en profiter au détriment des populations locales. La spéculation et la marchandisation qui appauvrissaient tant de communautés africaines sont stoppées net. Prenez le cas du Mozambique. Ces dernières années, des milliers d'hectares ont été vendus à des sociétés chinoises ou européennes, privant les familles locales de leurs moyens de subsistance. Au Mali, la vente de terres à des investisseurs saoudiens a provoqué des tensions et des émeutes, car les villageois se sont soudain retrouvés sans terre ni ressources. Le Burkina Faso, en coupant court à ces pratiques, tente de mettre fin à un cycle de dépossession qui s'est répété d'un continent à l'autre. Mais cette révolution s'accompagne de dangers immenses. Si la réforme échoue, le Burkina Faso risque un effondrement économique, une perte d'alliés, l'isolement sur la scène internationale et une aggravation des tensions internes. Pourtant, si elle réussit, elle pourrait offrir un modèle inédit à toute l'Afrique et bouleverser les rapports de force avec le reste du monde. Pourquoi ce choix radical? Qu'est-ce qui a poussé le Burkina Faso à franchir ce cap historique? Explorons ensemble les origines et les enjeux de cette décision sans précédent. Pour comprendre la portée de cette réforme, il faut d'abord se pencher sur le contexte politique et économique du Burkina Faso, car cette décision n'est pas venue de nulle part. Depuis les premières heures de l'indépendance, une question obsède le continent africain. Qui détient réellement la terre? Derrière chaque parcelle se cachent des enjeux de pouvoir, d'identité et de survie. Pourtant, malgré les discours, la réalité fait froid dans le dos. La terre africaine demeure, aujourd'hui encore, une monnaie d'échange dominée par des intérêts étrangers et une élite réduite. Ce déséquilibre ne date pas d'hier. Les lois foncières, souvent directement héritées de l'époque coloniale, ont permis la mainmise de quelques-uns sur des territoires immenses, au détriment de la majorité rurale. Pendant des décennies, ces textes ont favorisé l'exclusion des communautés locales et réduit la terre à une simple marchandise. Conséquence directe, des dizaines de milliers d'hectares ont été cédés à bas prix à des multinationales, tandis que les paysans se voient bannis de leurs propres terres. Les zones les plus fertiles deviennent inaccessibles à ceux qui en dépendent, alors que des investisseurs étrangers, parfois totalement absents du terrain, s'accaparent des ressources vitales. Pour illustrer, on peut rappeler l'exemple de l'Éthiopie dans les années 2010, où le gouvernement a loué des centaines de milliers d'hectares à des sociétés indiennes et chinoises. Les populations locales, expulsées sans compensation, ont perdu non seulement leurs sources de nourriture, mais aussi leur patrimoine culturel. Ce genre de transaction qualifiée de land grabbing a alimenté les tensions ethniques et déstabilisé des régions entières. Le Burkina Faso, comme tant d'autres pays africains, a tenté de rompre avec cet héritage empoisonné. Mais jusqu'ici, les réformes n'ont offert qu'une illusion de changement. L'accès à la terre reste profondément inégal, et les droits des communautés locales sont toujours fragiles. Trop souvent, il ne s'agit que d'une redistribution de façade, laissant intact le pouvoir des élites et l'influence étrangère. Ce système n'est pas seulement inéquitable,
Il alimente la pauvreté, pousse les jeunes vers l'exode rural et attise l'instabilité sociale. Tant que la terre sera traitée comme un instrument de spéculation ou de domination, les sociétés africaines continueront de se fragmenter et leurs ressources leur échapperont inexorablement. Pour le Burkina Faso, l'enjeu devenait vital. Il fallait briser ce cercle vicieux. Mais une reprise en main totale du foncier national peut-elle réellement tout changer? Ou risque-t-elle, elle aussi, de répéter les erreurs du passé sous un nouveau masque? Dans ce contexte explosif, le Burkina Faso a choisi une voie radicale, jamais tentée à cette échelle. Ce pari audacieux va-t-il bouleverser les règles du jeu ou ouvrir la porte à de nouveaux périls? Revenons sur un parallèle historique marquant, la révolution agraire au Zimbabwe à la fin des années 90. Là aussi, le gouvernement a exproprié massivement les propriétés détenues par la minorité blanche pour redistribuer la terre aux nationaux. Mais la précipitation, le manque de formation et la faiblesse des infrastructures ont conduit à une chute dramatique de la production agricole, à l'effondrement économique et à l'isolement diplomatique. Pourtant, au fil du temps, certains aspects du modèle zimbabwéen ont été corrigés, avec des programmes de soutien à l'agriculture familiale et l'introduction de nouvelles pratiques agricoles. Une simple signature et tout vacille. D'un trait de plume, la terre entière du Burkina Faso devient propriété exclusive de l'État. Mais pour qui et à quel prix? Ce n'est pas juste un changement de propriétaire, c'est le début d'une ère nouvelle, peut-être explosive. La loi tranche net. Désormais, l'État détient seul tous les droits sur chaque parcelle, qu'elle soit urbaine ou rurale. Les grands titres fonciers privés disparaissent, tout comme les héritages familiaux transmis depuis des générations. Fini les privilèges d'une poignée, chaque centimètre du pays entre dans le domaine collectif. Pour les étrangers, la rupture est totale. Désormais impossible d'acheter, de posséder ou même de spéculer sur le sol burkinabé, quelle que soit la somme engagée. Les investisseurs étrangers ne pourront que louer, pour des durées longues mais toujours sous conditions strictes, et jamais au détriment des priorités nationales. Le message est clair, le sol du Burkina Faso n'est plus à vendre, ni aujourd'hui ni demain. Prenons un exemple concret. Une multinationale minière canadienne souhaitait acquérir une vaste concession dans le sud du pays. Avec la nouvelle loi, elle ne peut désormais qu'obtenir un bail temporaire, renouvelable seulement si elle respecte les critères environnementaux et sociaux fixés par l'État. Fini les accords opaques et les profits rapatriés sans retombées locales. Chaque contrat est désormais public, encadré et révisable à tout moment si l'intérêt général l'exige. Mais la révolution la plus profonde concerne les Burkinabés eux-mêmes. Plus aucun citoyen ne pourra devenir propriétaire privé. Chacun, femme ou homme, jeune ou ancien, se voit garantir par la loi un droit égal d'accès à la terre. Cet accès est décidé selon les besoins réels, au grand jour, sans favoritisme ni passe-droit. Un petit agriculteur, une mère de famille ou un jeune entrepreneur a désormais les mêmes chances d'obtenir une parcelle que le plus influent notable. C'est la fin programmée des inégalités internes. Plus question qu'une poignée de familles ou d'élites accumulent des hectares tandis que la majorité peine sur quelques arts. L'État promet de redistribuer les terres en priorité aux petits cultivateurs, aux femmes et à la jeunesse, trop longtemps laissées pour compte. En supprimant la transmission et la vente du foncier, la réforme vise aussi à éteindre les conflits familiaux et litiges fonciers qui divisaient dans les villages et freinaient dans le progrès. Les anciennes dynasties, chefs traditionnels et élites locales perdent leur pouvoir sur la terre. C'est un coup de balai qui ouvre la voie à une société plus juste, plus soudée. Pensons à la Côte d'Ivoire, où les conflits fonciers ont souvent dégénéré en violences meurtrières entre communautés autochtones et allochtones. Ces conflits ont trouvé leurs racines dans la privatisation et la transmission héréditaire des terres. Au Burkina Faso, en coupant net ce mécanisme, le gouvernement espère prévenir de tels déchirements. Mais le risque est immense. Le pays pourrait voir fuir les investisseurs étrangers, voire subir des représailles économiques internationales. Pourtant, en reprenant la main sur son territoire, le Burkina Faso se donne une chance unique de rebâtir son économie, de renforcer sa souveraineté et de réparer des injustices séculaires. Pour minimiser ce risque, le gouvernement a mis en place une cellule de veille économique. Sa mission, dialoguer avec les partenaires internationaux, rassurer sur la sécurité juridique des investissements productifs et proposer des partenariats gagnant-gagnant. Par exemple, des accords avec des ONG agricoles européennes visent à transférer des technologies sans transfert de propriété, afin de moderniser l'agriculture sans aliéner la terre. En moins d'une année, la carte du pays a été redessinée.
non plus selon les intérêts privés ou étrangers, mais selon la volonté collective. Désormais, investir ici ne signifie plus acheter la terre, mais s'engager dans des projets utiles à la nation et à ses habitants. Mais cette révolution foncière ne se joue pas seulement dans les textes. Sur le terrain, chaque village, chaque famille doit affronter une réalité nouvelle, pleine d'incertitudes et de défis. Des campagnes d'information sillonnent le pays, expliquant aux citoyens leurs nouveaux droits, mais aussi leurs devoirs. Des commissions locales, composées de représentants élus, de femmes, de jeunes et de sages, sont chargées d'attribuer les terres de façon transparente. Le défi est immense. Il faut combattre la corruption, garantir la justice et prévenir la résurgence d'anciens réseaux d'influence. Le Burkina Faso a osé briser les chaînes du passé, mais qui, au fond, tirera profit de cette révolution et à quel prix? La redistribution des terres n'est pas une aumône. C'est un acte de justice, une réparation pour celles et ceux exclus pendant des générations. Les nouveaux bénéficiaires ne reçoivent pas seulement une parcelle, ils accèdent à la formation, à l'irrigation, à des programmes agricoles conçus pour transformer chaque mètre carré en avenir. Un effort inédit vise les femmes, longtemps écartées du foncier. Grâce aux coopératives, elles gagnent en indépendance économique et deviennent des actrices centrales d'une agriculture renouvelée. Pour les jeunes, l'espoir renaît. Plus besoin de fuir vers les villes ou l'étranger. L'entrepreneuriat et les outils numériques leur permettent de bâtir leur futur sur leur propre terre. Prenons l'exemple de Salimata, une jeune agricultrice qui, grâce à une formation en agroécologie et au soutien d'une coopérative locale, a pu tripler sa production de légumes. Elle vend désormais ses récoltes sur le marché local et investit dans l'éducation de ses enfants. Ou encore celui de Moussa, ancien migrant revenu du Niger, qui a lancé une petite entreprise de transformation de céréales, créant 5 emplois dans son village natal. L'économie nationale s'oriente vers la souveraineté alimentaire. Fini l'exportation à bas prix de matières premières. Le Burkina Faso mise sur la transformation locale, gardant la valeur ajoutée sur place et coupant le cordon de la dépendance extérieure. Pour renforcer cette dynamique, l'État subventionne les filières de transformation et encourage la création de labels Made in Burkina Faso. Des zones agro-industrielles pilotent voient le jour, offrant un accès facilité à l'énergie, à la formation et au crédit. L'objectif, faire du pays un modèle d'autosuffisance et d'innovation agricole. Les investisseurs étrangers ne sont pas rejetés, mais ils n'imposent plus leurs règles. La terre n'est plus à vendre au plus offrant. Désormais, c'est le pays qui dicte ses conditions, inversant le rapport de force et inspirant le continent. La clarification des titres fonciers réduit les conflits. La confiance revient, chacun sait où il pose les pieds, peut investir et se projeter sans craindre l'expropriation brutale. C'est la fin de l'opacité, le retour d'une justice sociale attendue depuis des décennies. Cependant, le tableau n'est pas idyllique. Les infrastructures restent fragiles, la corruption, héritée d'un vieux système, survit. Le climat, lui, impose d'innover sans relâche pour maintenir la fertilité des sols face à la sécheresse et à l'érosion. Pour y faire face, des projets pilotes de lutte contre la désertification sont lancés dans les régions du Sahel. Les agriculteurs adoptent des techniques de zaï, des haies vives et des cultures associées pour restaurer les sols. L'État mise aussi sur la reforestation participative, chaque village étant mobilisé pour planter et entretenir des arbres fruitiers et forestiers. Le danger est réel. Une mauvaise gestion ou des failles pourraient amplifier les inégalités, rouvrir de vieilles blessures. Chaque avancée reste fragile, menacée par les faiblesses internes et les pressions extérieures. Mais ce bouleversement, si radical soit-il, peut-il vraiment tenir face aux tempêtes qui s'annoncent? Car l'histoire, en Afrique comme ailleurs, ne pardonne pas les erreurs. Et si demain, d'autres pays africains décidaient eux aussi de se réapproprier collectivement leurs terres, jadis inimaginable, cette idée trouve aujourd'hui une résonance saisissante, portée par la réforme burkinabé qui ébranle les certitudes du continent et inquiète jusqu'aux grandes capitales du monde. Le Burkina Faso n'est pas seul. Son choix s'inscrit dans une dynamique continentale, amorcée déjà par l'expérience sud-africaine, où la remise en cause de l'héritage foncier colonial attire de plus en plus d'adeptes. Cette vague ne relève plus de l'exception. Elle esquisse un nouvel ordre, où la terre n'est plus simple marchandise, mais un droit partagé entre tous les citoyens. En Namibie, le débat est ouvert sur la redistribution des terres accaparées durant la colonisation allemande, tandis qu'en Tanzanie, des villages entiers se mobilisent pour empêcher la vente de leurs terres à des compagnies agroalimentaires étrangères. Ce sont autant de signes d'une prise de conscience collective et d'une aspiration à la souveraineté réelle.
Mais cet élan d'émancipation provoque de redoutables résistances. Les puissances étrangères, craignant de perdre leur mainmise sur les ressources africaines, agitent la menace de sanctions économiques, suspendent leur aide et redoublent de pression diplomatique. Pour certains gouvernements occidentaux, l'hypothèse que le modèle burkinabé fasse école dépasse la simple inquiétude. C'est un risque majeur pour l'ordre économique hérité de la colonisation et du néocolonialisme. En coulisses, des lobbies exercent des pressions sur les institutions financières internationales pour freiner les crédits et compliquer l'accès aux marchés mondiaux. En réponse, le Burkina Faso et ses alliés explorent de nouveaux partenariats, Sud-Sud, notamment avec des pays d'Amérique latine ou d'Asie ayant connu des réformes agraires similaires. Pourtant, une bascule s'opère. Désormais, la légitimité politique ne se joue plus à Washington, Londres ou Paris, mais dans le soutien direct des populations africaines décidées à reprendre leur destin en main. Partout, des sociétés s'interrogent. À qui appartient la terre? Qu'est-ce qu'une souveraineté réelle? Peut-on construire la justice hors des modèles imposés de l'extérieur? Ce modèle burkinabé inspire, mais il inquiète aussi. S'il est imité, c'est toute l'économie du continent qui pourrait être bouleversée. La valeur du foncier, les formes d'investissement, la sécurité alimentaire, l'accès à la terre pour les jeunes et les femmes, tout serait à repenser. Le bouleversement ouvre des opportunités inédites, mais expose aussi à des risques lourds. Isolement diplomatique, fuite de capitaux, désorganisation si l'accompagnement fait défaut. Dès lors, pour que la réforme devienne une force d'émancipation et non une source de chaos, il faudra la soutenir par des actions concrètes. Former les acteurs locaux, renforcer les infrastructures rurales, garantir juridiquement l'accès à la terre, appuyer l'agriculture et l'entrepreneuriat. Sans ces fondations, la promesse de souveraineté pourrait devenir une illusion cruelle pour les plus vulnérables. Voici quelques pistes concrètes déjà envisagées ou expérimentées par le Burkina Faso. Premièrement, la formation massive des jeunes et des femmes à l'agroécologie, aux nouvelles technologies agricoles et à la gestion coopérative. Des modules d'apprentissage sont diffusés dans toutes les langues nationales, via la radio, les réseaux sociaux et les écoles rurales. Deuxièmement, l'accès facilité au crédit pour les petits exploitants. Des dispositifs de microfinance sont créés en partenariat avec des ONG, afin de permettre à chaque bénéficiaire de la réforme d'investir dans la mécanisation, l'irrigation ou la transformation locale des produits. Troisièmement, la mise en place d'observatoires citoyens du foncier, dont la mission est de surveiller la transparence des attributions, dénoncer les abus et garantir l'égalité d'accès. Ces observatoires, composés de membres de la société civile, d'experts et de journalistes, publient des rapports réguliers accessibles à tous. Quatrièmement, le développement d'infrastructures rurales, routes, marchés, entrepôts, systèmes d'irrigation. L'État investit massivement pour désenclaver les zones agricoles et faciliter l'écoulement des productions sur les marchés nationaux et régionaux. Cinquièmement, la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement avec des incitations pour les cultures biologiques, la diversification des espèces et la préservation des ressources hydriques. Des concours de villages verts récompensent les initiatives les plus innovantes en matière de gestion durable de la terre. L'Afrique avance donc vers un carrefour décisif. Ce modèle offre l'opportunité de reprendre la main sur l'avenir, à condition d'oser affronter les défis, de saisir les chances nouvelles et de construire des solidarités inédites entre nations du continent. Mais pour chaque avancée, de nouveaux obstacles surgissent, révélant la fragilité de cet équilibre inédit. La suite va montrer à quel point la réussite de ce pari dépendra des choix collectifs et du courage politique. N'oublions pas que la réussite de cette réforme n'est pas garantie d'avance. Il faudra une volonté politique sans faille, un contrôle citoyen permanent et la capacité d'adapter le modèle en fonction des réalités locales. Les Burkinabés devront inventer de nouveaux mécanismes de solidarité, faire preuve de créativité et s'ouvrir aux expériences des autres pays qui ont tenté, parfois avec succès, parfois avec douleur, de reprendre la main sur leurs terres. L'Afrique n'attend plus qu'on lui donne la permission. Le temps de la reprise en main est arrivé, et nul ne peut prétendre l'ignorer désormais. Avec la réforme foncière du Burkina Faso, un seuil historique vient d'être franchi. Pour la première fois depuis plusieurs générations, la terre cesse d'être une marchandise, arrachée à la spéculation et à l'appétit des investisseurs étrangers ou des élites nationales. Elle redevient un bien commun, une promesse de justice, un levier de souveraineté. Beaucoup s'interrogent. Cette réforme est-elle une menace pour le développement ou l'aube d'une renaissance africaine? La suite dépendra de la façon dont le pays et ses voisins répondront à ce défi.
Ignorer ce mouvement, c'est s'exposer à rater ou à subir la prochaine mutation géopolitique et économique du continent, car une Afrique qui reprend ses terres écrit ses propres règles et impose ses priorités, au lieu de subir celles des autres. Bien sûr, les risques sont considérables. Le Burkina Faso se place en marge, s'expose à des sanctions, à la méfiance des marchés et à l'hostilité de certains partenaires. Sur le plan interne, il devra éviter les erreurs de redistribution inéquitables et affronter des tensions latentes. Mais ce choix n'est ni un repli ni une provocation. C'est un acte de confiance dans la capacité d'un peuple à saisir son destin à bras-le-corps. En garantissant à chaque citoyen un droit d'accès à la terre, le pays tente de panser les blessures de l'histoire, celles infligées par la colonisation, renforcées par des décennies de dépossession et de spéculation. Pourtant, cette loi n'est qu'un commencement. La souveraineté foncière n'assure ni la prospérité ni la cohésion d'elle-même. Elle ouvre seulement une porte. Tout dépendra de l'intelligence collective, de l'organisation et surtout de la volonté de bâtir un nouveau modèle qui profite à la majorité. Le Burkina Faso n'a pas attendu le feu vert de l'extérieur. Il a tracé une ligne sur l'ancien ordre et dessiné les contours d'une nouvelle relation entre l'État, la terre et ceux qui la vivent. Cette révolution silencieuse n'est pas un cas isolé. Elle pourrait bien devenir un précédent, une source d'inspiration ou d'inquiétude pour toute l'Afrique et au-delà. La véritable interrogation n'est plus de savoir si la réforme burkinabé va trop loin, mais si elle sera suivie, adaptée ou combattue. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique vient de rappeler qu'aucune puissance extérieure ne peut désormais lui dicter l'usage de son propre sol. Et cela change tout. Renaissance ou menace, le choix appartient à ceux qui s'engageront, qui oseront penser et agir autrement. Car l'enjeu n'est pas seulement de posséder la terre, mais de la faire fructifier pour tous.